Dans ce journal, un débat entre le prix Nobel de la paix 80, l'Argentin Pérez Esquivel, et l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France. Une semaine sociale tendue, la CGT intensifie son offensive. Criminalité, une progression moins forte en 81, moins d'attentats par explosifs, mais aussi plus de vols avec violence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a 37 ans, tout juste, le 7 mai 45, le Troisième Reich, après une guerre affreuse, capitulait dans le préau d'une petite école de Reims devenue collège technique. Face à face, alors, l'Allemand Jodl et l'Américain Eisenhower. Le lendemain, une cérémonie analogue à Berlin. Eh bien, c'est cette date que l'histoire allait retenir pour marquer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette fête de l'armistice a été diversement célébrée depuis la libération. Cette année, la voilà à nouveau fériée, mais non chômée, ce qui est un petit peu différent. Mais le caractère de la célébration va s'en trouver changé. Serge Misret s'est intéressé à l'historique du 8 mai. 8 mai 45, à Berlin, le maréchal Keitel signe l'armistice et la capitulation sans condition de l'Allemagne hitlérienne. 6 années d'atrocités nazies. Dans toute l'Europe, c'est l'enthousiasme. Un an plus tard, l'Assemblée vote une loi qui déclare jour férié l'anniversaire du 8 mai. De retour à la tête du pays, le général de Gaulle fait voter 3 décrets successifs en avril 59, avril 65 et janvier 68, qui diminuent quelque peu la portée de cet anniversaire, réduit à une cérémonie de fin de journée. Il faut se souvenir des rapports privilégiés établis alors entre la France et l'Allemagne de l'Ouest, entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. 1975, Valéry Giscard d'Estaing supprime carrément la commémoration du 8 mai. Désormais, seul le 11 novembre rappellera les victoires et les sacrifices du pays. Tollé général, bataille de procédure au Parlement, en vain. 23 septembre 81, les députés décident à l'unanimité moins une voix de refaire du 8 mai, un jour férié, une décision conforme aux engagements pris par François Mitterrand et qui répond finalement à l'attente des parlementaires et des anciens combattants. Nous ne pensons pas que le 8 mai 45 a été la victoire de plusieurs peuples sur le peuple allemand. Nous disons que le peuple allemand a été lui-même libéré de l'emprise nazie et que cette libération a été la condition essentielle de la construction et de la réconciliation européenne. Et c'est dans cet esprit-là que les jeunes Allemands de l'Ouest viendront demain aux manifestations du 8 mai à Paris. Et voyez-vous, c'est aujourd'hui qu'est mort le dernier général nommé par Hitler, à quelques semaines de la fin de la guerre, Walter Wenck, qui est mort des suites d'un accident de voiture. Et Simon Wiesenthal, qui s'est juré de traquer les nazis partout dans le monde, a dit aujourd'hui sur Antenne de Midi qu'il doublait la prime proposée en échange d'informations sur le lieu où se cache le criminel Joseph Mengele. Il offre 100 000 $, environ 600 000 francs. La guerre encore avec le conflit des Malouines. Ce soir, pourtant, les combats ont cessé, apparemment depuis plus de 24 heures. Sur le plan diplomatique, les choses, elles, n'avancent guère. Les Argentins, maintenant, plus que jamais, leur revendication de souveraineté sur ces îles. Une revendication que refusent toujours aussi vigoureusement les Anglais. Alors, tout de suite, Buenos Aires avec Claude Guénière, notre envoyé spécial. Les négociations, ce n'est déjà plus la guerre. Et ce soir, le peuple argentin attend. Peut-être plus inquiet qu'il y a une semaine. Mais depuis, il y a eu des morts, des bateaux coulés, des avions qui ont explosé. Et ici, comme sans doute en Angleterre, on trouve que c'est inutile, stupide. Les journaux ne parlent que de négociations. Alors le peuple dit, faisons la paix. Négocions, mais pas les Malouines. Évidemment, nous voudrions la paix. C'est ce on insiste sur le fait d'aller aux Nations Unies pour arriver à une situation pacifique et juste. Parce qu'évidemment, nous savons très bien, tout le peuple argentin sait très bien que les Malvines sont argentines. Mais on se rend compte que l'Angleterre est en train de préparer encore des bateaux, des avions pour arriver, pour attaquer de nouveau, et dans une situation de négociation. Ça, c'est la chose celle qui nous préoccupe le plus. De donde queda Inglaterra tengan todavía el colonialismo no se puede en ninguna parte del mundo, no en la Argentina, sino que en ninguna parte del mundo puede existir el colonialismo. Eso es lo que creemos. ¿Ustedes de dónde son? ¿Periodistas? Franceses. Que souhaitez-vous? La paix. La paix à partir du premier instant, je suis en désaccord avec un gouvernement qui a pu provoquer une chose comme ça. Je pense qu'il y avait des moyens diplomatiques pour le faire.
et qu'au XXe siècle, on ne peut pas faire un seul pas qui puisse provoquer une guerre. Je suis contre la guerre. Voilà, et puis il y a eu ce tout dernier développement provoqué par la Grande-Bretagne qui menace désormais d'attaquer les unités argentines qui s'éloigneraient à plus de 12 000 de leurs côtes, c'est-à-dire pas plus de 12 000, environ 20 km des côtes argentines, non plus des simples côtes des Malouines. Donc un blocus qui s'intensifie et qui ne devrait pas aider un règlement pacifique de ce conflit. Pourtant, les grandes manœuvres diplomatiques se poursuivent en ce moment même dans les coulisses de l'ONU autour de M. Pérez de Cuellar, le secrétaire général. Je pense qu'il y aura du nouveau d'ici à la fin de ce journal. Avec nous maintenant dans ce studio, le prix Nobel de la paix 1980, un Argentin précisément, Adolfo Pérez Esquivel, un Argentin que son gouvernement n'aime d'ailleurs pas beaucoup puisque un amiral de Buenos Aires disait aujourd'hui dans le Matin, nous n'avons eu que 3 Nobel en Argentine, le 4e, je ne le reconnais pas, c'est vous, c'est un terroriste. Ceci pour dire que M. Pérez Esquivel tente en ce moment une démarche à titre personnel pour faire avancer la paix. Il veut aller à Londres et c'est le sens de la démarche qu'il va faire sur cette antenne auprès de l'ambassadeur britannique en France qui a accepté de dialoguer avec lui ce soir et qui se trouve, vous le voyez, en duplex avec nous, John Frettel, donc ambassadeur de Grande-Bretagne en France. Monsieur Pérez Esquivel, pourquoi est-ce que vous voulez vous rendre à Londres? En principio, la búsqueda de la paz es el primer objetivo. La recherche de la paix est le premier objectif poursuivi. J'ai appris avec beaucoup de douleur la mort d'Argentins et de Britanniques. Et le danger que tout cela représente non seulement pour la paix entre les deux pays, mais c'est un danger pour la paix mondiale. Et mon devoir en tant qu'Argentin, en tant que chrétien et en tant que prix Nobel de la paix est de ne pas ménager mes efforts pour tenter d'aboutir à une solution d'ordre diplomatique. Alors, M. Pérez Esquivel, pourquoi vous êtes venu à Paris pour demander ce visa qu'apparemment, pour l'instant, on vous a toujours refusé? On refuse que vous rentriez en Grande-Bretagne. Je suis certain que le gouvernement britannique m'accordera ce visa. Alors on va se tourner tout de suite vers l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France, Sir John Frettel. Sir John, est-ce que vous êtes prêt à accorder ce visa au prix Nobel de la paix 1980? Vous savez, en général, nous sommes très prêts à accueillir n'importe qui pour propager n'importe quelle vue en Grande-Bretagne. Mais en ce moment, dans la situation actuelle, dans le sud Atlantique, on ne peut pas dire que les conditions soient tout à fait normales. Donc, nous avons maintenant un système de visa dont je ne peux pas répondre sur le champ à la question que vous venez de me poser. Mais Sir John, M. Pérez Esquivel n'est pas n'importe qui. Si c'est un homme qui souhaite faire avancer les idées de la paix, vous ne pensez pas qu'il faut accélérer ce système de procédure de visa? Vous savez, il n'est pas le seul à souhaiter la paix. C'est certainement nous aussi qui souhaitons la paix. Mais non, c'est la question spéciale que vous me posez. Je ne peux pas, comme cela, sur un programme de télévision, accorder un visa. Et pour, disons, un pays de tradition aussi libérale que le vôtre, ça ne vous paraît pas utile de faire avancer cette cause? Est-ce qu'il y aurait, disons, des sentiments plus chauvins dans votre réponse? Non, c'est simplement une question de fait. Il faudra une décision à Londres. Ce n'est pas une décision que je peux prendre. Donc je vais me renseigner là-dessus. Monsieur Esquivel, qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France? J'ai tout simplement demandé un visa selon la procédure normale, et c'était à Buenos Aires et par l'entremise de l'ambassade helvétique. Je n'ai pratiquement rien à dire, tout simplement que j'espère que cette question sera résolue. Je comprends fort bien ce que dit monsieur l'ambassadeur. Et je fais des démarches à niveau international également, de façon à ce que l'on trouve une solution aux graves problèmes de nos deux pays. Mais est-ce que vous défendez les idées de votre pays, à savoir la souveraineté de l'Argentine sur les îles Malouines?
Ça dépend de la façon. En tant qu'Argentin, je ne dirais pas depuis dernièrement, mais depuis toujours, nous avons demandé à ce que l'on reconnaisse notre souveraineté sur les Malouines. Par ailleurs, nous estimons que des mesures doivent être prises en passant par les voies diplomatiques, par négociations entre pays. Est-ce qu'en défendant ces idées, vous n'avez pas l'impression de conforter un petit peu la junte argentine dont les idées ne sont pas très proches des vôtres? Je l'ai dit à maintes reprises en public. J'ai indiqué quelles étaient les différences qu'il y a entre la junte militaire et la position que j'ai dans le contexte de ce conflit et en ce qui concerne également la situation interne du pays. Mais je ne pense pas que ce soit le moment approprié d'examiner ce problème. Mais je voudrais indiquer quelque chose qui me semble très important. Il y a un autre prix Nobel de la paix, l'Irlandais du Nord, Corrigan, et avec lui nous avons fait une déclaration conjointe en demandant une interview à Madame Thatcher pour que l'on puisse mettre sur pied des mesures visant une solution pacifique. En tant que prix Nobel de la paix, nous sommes unis par des principes pour qu'il y ait la paix dans nos pays et à niveau international. Et bien sûr pour ce que cela représente pour le monde. Et je pense que c'est une déclaration qui a été soumise au gouvernement britannique et l'on doit tenir compte de notre demande pour la paix. Muchas gracias. Aux côtés de Sir John, à l'ambassade britannique, Philippe Châtenay, je pense qu'on pourrait, puisque le dialogue ne peut pas s'instaurer apparemment entre ces deux hommes, et on comprend pourquoi, on pourrait demander justement si la position britannique évolue ce soir diplomatiquement. Nous continuons à rechercher une solution pacifique à ce problème et nous croyons que l'effort du secrétaire général de l'ONU est peut-être la meilleure chance qu'il y ait eu jusqu'ici. Mais je dois ajouter qu'il nous a paru à certains moments que les efforts de M. Hague et du président du Pérou aussi, cela promettait de créer une possibilité de régler l'affaire. Mais ce soir, monsieur l'ambassadeur, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Parce que nous, journalistes, on a l'impression que vous êtes tous les deux d'accord pour un cessez-le-feu, à condition que vous reconnaissiez l'un et l'autre la souveraineté de chaque pays sur les Malouines. Ça paraît difficile. Je crois que l'affaire est un peu plus compliquée que cela. Évidemment. N'est-ce pas? Le projet du président du Pérou comportait certains éléments, y compris l'idée qu'il y aurait un petit groupe de pays qui, avec l'accord des deux parties, pourrait contrôler le retrait des forces en présence, pourrait proposer comment créer une administration intérimaire, et puis peut-être pourrait faire des propositions sur une solution éventuelle aux différents sur le statut futur des Malouines. Donc en tout cela, je crois que nous avons montré une certaine flexibilité et que s'il y avait une réponse appropriée de la part des Argentins, cela pourrait avancer les choses. Mais justement, monsieur l'ambassadeur, s'il n'y a pas une réponse appropriée de la part des Argentins, est-ce qu'il existe une autre hypothèse que de nouvelles attaques, de nouvelles morts, de nouveaux bateaux coulés? Disons que nous préférons de loin la voie négociée, mais si la voie négociée n'aboutit pas, bien sûr, nous ne pouvons pas à tout jamais laisser les Malouines sous la dictature argentine. Voilà, Philippe Châtenay, nous allons être obligés de mettre un terme à ce débat. Une dernière chose simplement, Excellence, est-ce que vous allez transmettre un avis favorable à la demande de M. Esquivel qui s'est exprimé donc en direct sur nos antennes? Est-ce que vous allez demander à Londres de lui permettre l'entrée sur le territoire britannique? Je vais transmettre la demande qu'il a faite. Je ne crois pas que ce soit pour moi
de faire une recommandation là-dessus, c'est une décision qu'on prend dans les capitales, cette sorte de choses. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir accepté de dialoguer sur nos antennes. Et puis, deux conséquences indirectes de ce conflit. La première à caractère, disons, international, puisque l'Argentine propose un réexamen des relations entre les États-Unis et l'ensemble de l'Amérique latine, et ce, dans le but de faire payer à Washington son soutien à Londres. Et puis, en Grande-Bretagne, la fermeté de Mme Thatcher lui a permis d'aider son parti, le Parti conservateur, à gagner les élections locales hier. En France, la première préoccupation est de caractère social. Dans un certain nombre d'entreprises, en effet, on a pu assister au durcissement de conflits. À l'origine, très souvent, comme dans le cas de Citroën, une nouvelle offensive de la CGT qui organise une journée d'action le 13 mai. Laurent Carenzo. Renault, Flin, Citroën, Aulnay, les voitures sont françaises, plus de 60% des OS sont des immigrés. Aujourd'hui, ils contestent, ils manifestent. On les avait un peu oubliés, ceux qui réclament aujourd'hui un peu plus d'argent, mais aussi un peu plus de dignité. Conséquence logique du 10 mai, ils veulent que ça change aussi pour eux. Les syndicats représentatifs mal implantés chez Citroën ont parfois des difficultés à canaliser ce ras-le-bol. La CGT saisit aussi l'occasion pour régler un vieux compte avec la CSL. Mais au-delà, il s'agit bien d'une démonstration de force de la première centrale syndicale de France. À un mois de son congrès, l'organisation d'Henri Krasuki, qui de son propre aveu perd des adhérents, veut restaurer sa crédibilité. Elle veut montrer qu'elle constitue le fer de lance du syndicalisme français, là où elle est forte comme chez Renault, là où elle est faible mais efficace comme chez Citroën. Elle ne fait d'ailleurs pas mystère de sa stratégie. L'action du 13 mai que nous engageons, y compris concernant les droits des travailleurs, tombe au moment où à l'Assemblée nationale, on va débattre de l'élargissement des droits des travailleurs dans les entreprises. Eh bien, je dis que l'action des travailleurs dans ces entreprises, à l'initiative de la CGT, va être un moyen très efficace pour exprimer à ce niveau leur volonté d'intervenir sur l'organisation du travail notamment, et puis, en définitive, d'aider les parlementaires de gauche à l'Assemblée nationale, qui vont se trouver indiscutablement confrontés à une réaction très vive de la droite. Et quand on voit par exemple l'exemple de Citroën, eh bien on a tout de suite une image de ce que va donner ce débat à l'Assemblée nationale, car la démocratie, eh bien, elle est à gauche et nous allons le prouver. Avec la CGT, plusieurs usines Citroën sont bloquées. La paralysie risque de s'étendre. Une situation inextricable qui inquiète le gouvernement au point d'avoir provoqué très rapidement la médiation du ministre du Travail. La direction de son côté hésite encore sur l'attitude à choisir. Le conflit Citroën, qui empoisonne le climat social, camoufle cependant bien d'autres conflits qui pour le moment n'ont trouvé aucune solution. À Usinor Dunkerque, bien sûr, mais aussi à la Société Générale, où la grève des informaticiens s'est étendue et désorganise complètement le réseau de la banque nationalisée. Dans ces conditions, l'ouverture la semaine prochaine du débat sur l'extension du droit des travailleurs prend une résonance tout à fait particulière. Le ministère du Travail souhaite par ailleurs que les partenaires sociaux s'entendent sur le financement de l'assurance chômage. Jean Auroux l'a répété au patronat et aux syndicats. Rappelons que le déficit de l'indemnisation chômage s'élève à près de 40 milliards de francs qu'il faudra combler d'ici la fin de l'année prochaine. Plus de 10 millions de chômeurs aux États-Unis, 10 300 000 en pourcentage, c'est le chiffre le plus élevé depuis 40 ans aux États-Unis. Autre chiffre symbole ce soir, celui du dollar. Il a repassé la barre des 6 francs, le voilà maintenant à 5 francs 99. C'est la première fois depuis 2 mois et demi. Et cela est précisément dû essentiellement aux difficultés rencontrées par l'économie américaine. Un chiffre encore, ce sera le dernier. L'État va acquérir environ un petit peu plus d'un tiers du capital du numéro 2 français de la pharmacie Roussel-Luclaf. Pour ce faire, il va lancer une offre publique d'échange sur les actions de la société qui avait conclu un accord avec un géant mondial de la chimie, l'allemand Hoechst. Conséquence pratique, l'État va pouvoir mettre sur pied une nouvelle politique du médicament. C'est un reportage de Guy Schwartz et de Pierre Lepetit. Cette entreprise devait être nationalisée, elle ne le sera pas. En revanche, le propriétaire de Roussel-Luclaf, c'est-à-dire le groupe allemand Hoechst, participera au plan de redressement de la chimie française que le gouvernement va désormais mettre en œuvre. Mais si le gouvernement n'a pas nationalisé Roussel-Luclaf, c'est avant tout parce qu'il était devenu quasiment impossible de le séparer de son actionnaire majoritaire. L'exemple de la fabrication d'un antibiotique conçu ici dans ce laboratoire de Romainville en banlieue parisienne va le montrer. La fabrication de cet antibiotique du nom de céphalosporine commence ici, dans l'usine Roussel-Luclaf de Neuville, à quelques kilomètres au nord de Lyon. Les matières premières, achetées le plus souvent à l'extérieur, sont versées dans un réacteur chimique pour donner naissance à un acide particulier qui sera à la base de l'antibiotique.
Après essorage et centrifugation, l'acide se retrouve sous forme d'une poudre blanche qui est versée à son tour dans des bidons. Ces mêmes bidons, on les retrouve à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Francfort, dans la principale usine de Höchst. L'acide, qui avait été fabriqué en France, est alors traité dans des chambres rigoureusement stériles où on ne peut accéder compte tenu de véritables scaphandriers. Le cycle de production de l'antibiotique de la famille des céphalosporines est loin d'être terminé. En effet, après un nouveau traitement dans l'usine de Francfort, le produit reprend la route pour revenir en France, à Compiègne, dans l'Oise, où l'antibiotique est définitivement mis en boîte pour être vendu aux hôpitaux. Alors, dans ce long processus franco-allemand, quel est vraiment l'apport de chacun des partenaires? Il y a peut-être un avantage, une caractéristique des Français qui ont beaucoup des idées, et d'autre part il y a peut-être un avantage des Allemands qui ont la discipline nécessaire pour une bonne organisation de la réalisation. Je pense personnellement que le tempérament français est plus imaginatif, donc si j'ose dire, plus créatif, et le tempérament allemand plus rigoureux. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux? Je pense que c'est une très bonne complémentarité. Cette coopération apparemment réussie entre Höchst et Roussel-Uclaf a donné des idées au gouvernement. N'ayant pu nationaliser Roussel-Uclaf, il a proposé à Höchst de participer à une restructuration de la chimie lourde française. Et il a obtenu qu'il investisse en France, en particulier à Lyon, dans un centre de recherche qui va être bientôt créé. Politique, le sondage Sofres Figaro Magazine, 2 points de hausse pour le président de la République, 58% de Français lui accordent leur confiance contre 37%. Le Premier ministre ne bouge pas, 51 contre 43, une courbe semblable dans le carnet de notes mensuel du Matin Magazine. Dans l'opposition, eh bien, le tiercé reste Jacques Chirac, Simone Veil, Valéry Giscard d'Estaing. À l'Assemblée, les députés ont interrompu leurs travaux, 8 mai oblige, sans avoir terminé l'examen du projet de loi sur l'audiovisuel. Ils reprendront lundi et s'il le faut, samedi prochain, et ils en sont arrivés pour l'instant aux 2/3 des articles. Ce matin, le député socialiste Bernard Schreiner, rapporteur du projet de loi, estimait qu'à terme, les radios libres auraient de la publicité. Un fait divers qui fait froid dans le dos, un double crime qui date d'il y a une semaine mais qui n'a été découvert que tout récemment dans 2 maisons voisines de la station balnéaire de Saint-Georges-de-Didonne en Charente-Maritime. Dominique Thiers et Alain Saint ont enquêté sur la mort de ce couple d'octogénaires. La rue Coulon à Saint-Georges-de-Didonne, c'est celle des vacanciers, présents 3 mois sur 12 seulement. Une commune habitée par quelques retraités le reste du temps. C'est samedi 1er mai que Constant Briand se rend chez ses proches voisins, les Montaudoin, au 14 de la rue Coulon. Comme ses amis semblent sortis, il rentre chez lui. Le soir à 9h, ils n'étaient pas là, à 10h, ils n'étaient pas là, alors j'ai appelé la police. Et puis alors, je suis rentré avec la police en forçant un peu une fenêtre qui était assez mal fermée. On a été dans toutes les pièces, on a vu très peu de désordre, un petit peu quand même. Puis c'est moi, en ouvrant la salle de bain, la dernière pièce, que j'ai trouvé le corps allongé de Madame Montaudoin. La voiture n'est pas dans le garage, le mari a disparu et bien sûr, on le suspecte. 4 jours plus tard, on trouve des corps atrocement mutilés à quelques mètres de son domicile, au 24 de la même rue. Le 24, c'est la maison que le couple était chargé de surveiller en l'absence de ses propriétaires parisiens. L'autopsie permet d'établir que le mari a été assassiné avant sa femme et l'enquête policière montre qu'il y a eu un seul et même meurtrier dont les mobiles exacts sont encore inconnus. 1000 francs semblent avoir disparu ainsi qu'un pistolet automatique 7,65 qui appartient à Joseph Montaudoin à Saint-Georges-de-Didonne. C'est l'inquiétude. On a peur de... Je sais jamais, même qu'on soit en appartement.
Ah oui, on ferme déjà notre porte d'entrée sur la rue. Et puis on a une sonnette, alors quand quelqu'un veut venir sonne, Puis on a un relais direct avec la police. Ouais. Comme ça, c'est tout simple. Maniaque ou repris de justice en cavale, en l'absence de témoins et d'indices, les enquêteurs sont réduits à des hypothèses. Vous voyez, pourtant, malgré ce fait divers tragique, je vous le disais en titre, la criminalité violente semble, l'année dernière, moins progresser que les années passées. Regardons les statistiques. Voyez ces deux chiffres. Ils représentent le nombre d'affaires traitées en France, tous crimes et délits confondus par les policiers et gendarmes. Première remarque, la progression n'atteint pas les 10%. Entre 1979 et 1980, elle était de près de 13%. Les vols, l'ensemble des vols avec violence ou à main armée, montrent en revanche une tendance importante à la hausse, tandis que les petits délits, vols de cyclomoteurs ou bien à la roulotte, sont plutôt en baisse par rapport à l'accroissement des années précédentes. Il est à noter sur ce troisième tableau que les cambriolages de lieux d'habitation ont moins augmenté qu'en 1980. Même constat pour les résidences secondaires. Enfin, parmi tous les chiffres récoltés, ceux des attentats commis en 1981, là, c'est net, les attentats contre les biens publics ont diminué, ils sont statistiquement au niveau d'il y a 2 ans. Contre les biens privés, la régression est encore plus forte. Oui, Claude Sérion, ça avance moins vite, mais ça avance quand même. Ça avance quand même, les destructions autonomistes sont donc presque calmées, les cambrioleurs n'ont peut-être pas fait autant d'émules en 1981 que l'année précédente, il n'en est pas moins avéré que ces statistiques sont à courte vue de bons arguments pour les chantres de sécurité d'abord. Alors de ces chiffres, je dirais cependant qu'ils confortent historiquement l'idée selon laquelle la France n'est pas un pays plus soumis à la violence que d'autres. Il y a aujourd'hui, gendarmes et policiers confondus, 210 000 personnes chargées de la sécurité des Français. Alors avec ceci et puis cette nouvelle comptabilité criminelle, Gaston Defferre peut poursuivre son discours de fermeté. Il y a trop de violence, c'est vrai. La tentation de plaire à l'opinion publique est forte électoralement. C'est ici le pari socialiste de changement de société qui est en jeu. La garantie de la sécurité des citoyens ne doit restreindre en rien les libertés. Liberté avant sécurité, l'ordre est inversé, mais le risque supposé est moindre. La gauche peut tranquillement démontrer que la politique contraire ne donnait pas de résultats plus probants. Voilà, en sport maintenant, en tennis, tout d'abord, la France éliminée de la Coupe du Monde par équipe, une nouvelle formule, éliminée tout à l'heure par les Australiens. Au Tour de Corse, eh bien, en tête, les Français, Jean Rognotti sur R5 Turbo et Jean-Claude Andruet sur Ferrari, qui se livrent à un duel très serré. Au cours de la première épreuve spéciale de la deuxième étape, eh bien, l'Italien Bettega sur Lancia est sorti de la route. Il a été transporté tout à l'heure, à l'hôpital d'Ajaccio avec des fractures multiples aux jambes. Son équipier est indemne. Bettega était 3e au classement général. Et puis, bien entendu, le football. Le football avec cette dernière journée du championnat qui s'annonce passionnante, puisque dans à peu près 2 heures, 1h03 maintenant, on saura qui de Monaco ou de Saint-Étienne aura le titre. Avec vous, Alain Gillot-Pétret, la météo pour demain. Va-t-on vers la chaleur? Eh bien, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain, mais il est possible que ce soit pour lundi. Alors, je vous le dis avec beaucoup de prudence, parce que vendredi dernier, je vous avais dit de grosses bêtises sur le train du week-end. J'espère ne pas me tromper cette fois-ci, n'est-ce pas? Vous l'aviez noté, Patrick, aussi. Donc, avec beaucoup de prudence, logiquement, il devrait faire beau et chaud lundi. Aujourd'hui, sachez qu'à 16h, il faisait 4 degrés à Cherbourg, 9 à Rouen et 17 à Cannes. Alors, pour demain, la France, avec aux extrêmes, des nuages. Sur le sud-est du pays, une dépression est en train de se former. La nouvelle est tombée il y a 1 heure. On peut élargir la carte, s'il vous plaît. Une dépression en train de se former sur la Corse et la Sardaigne qui pourrait donner demain des vents assez forts d'est-sud-est à est sur la Méditerranée, sur la Corse et l'extrême sud-est avec de la pluie et des orages. De l'autre côté, autre extrémité au nord-ouest, pas mal de nuages aussi avec de la pluie qui s'évacuera lentement vers l'est dimanche. Partout ailleurs, surtout au sud de la Loire, quelques brumes le matin, mais tout de même, c'est plutôt du beau temps pour samedi et pour dimanche, surtout au sud de la Loire. Les températures, tout arrive, ça monte, mais oui, sauf sur les côtes de la Manche où ça reste de 12 à 13 degrés. Partout ailleurs, on va gagner 2 à 3 degrés, surtout lundi, j'espère, et sur la Méditerranée, de toute façon, 19 degrés. Notre agenda, demain, samedi 8 mai, 3 minutes de soleil supplémentaire, levé 6h21, couché 21h14, c'est la pleine lune, et c'est la lune rousse qui n'a strictement rien à voir avec la rousseur constatée des plantes lorsqu'il y a un anticyclone et pas de nuages. La lune n'a rien à voir avec cela. Enfin, demain, c'est l'armistice de 1945, bien sûr, et la Saint-Désiré, le patron de tous les armistices.
Voilà, je vous donne rendez-vous à 22h50 pour le tout dernier journal d'Hervé Claude qui vous donnera les premières images, nous serons les premiers à vous donner, des matchs de la dernière journée du championnat de France, avec notamment le match de Monaco qui pour l'instant a 1 point d'avance sur Saint-Etienne, et puis le match de Nantes où Bordeaux va jouer sans gardien de but, on verra bien ce que ça donnera. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h. Bonne soirée à tous.